Donc déjà on est des élèves de première ASSP, qui signifie accompagnement, soins et services à la personne. Donc du lycée Paul-Émile Victor, qui se situe à Champagnole dans le Jura. Voilà. Donc depuis un an, nous menons un projet qui s'intitule Mémoire de guerre et liens intergénérationnels. Donc ce projet se déroule en plusieurs étapes. Donc il y a la correspondance par lettres, donc avec un certain nombre d'entre vous, comme Marcel, Léon, Simone, Geneviève, Claude, Arlette, Yvette et Nicole. Donc nous vous remercions de nous avoir envoyé des souvenirs liés à cette époque, comme des photos, des extraits de presse ou des tickets de rationnement. Donc nous avons aussi établi un questionnaire dans le Jura et en Normandie afin de comparer le vécu des Normands et des Jurassiens. Voilà. Et, donc grâce à ce voyage, nous pouvons nous rencontrer et mettre un visage à ces lettres. Et on espère que cette communication va se continuer entre nous. Donc, voilà. Et donc là, nous allons vous présenter un rapide bilan du questionnaire. Alors, on voulait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Mais si ça marche. Nous voulons vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à notre questionnaire. Ce questionnaire a porté sur de nombreux points. Alors, des questions portaient sur la présence des Allemands dans nos villages et sur leur occupation. Donc, aussi bien dans le Jura qu'en Normandie, la présence des Allemands a été importante. D'autres questions ont porté sur vos sentiments lors de cette période. Les mots qui reviennent aussi bien dans le Jura qu'en Normandie sont la peur, la haine, la faim, la tristesse et l'horreur. Beaucoup avaient peur que la guerre ne se termine jamais. L'annonce du débarquement apportait de l'espoir, mais en Normandie, il y avait beaucoup de peur à cause des bombardements. Par contre, la majorité des personnes n'éprouvent plus de rancœur envers les Allemands. Pour finir, d'autres questions ont porté sur les conditions de vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les habitants du Jura et de Normandie ont été soumis à des tickets de rationnement, d'où le sentiment de faim. La guerre n'a pas eu d'influence sur l'école, mais ils se souviennent qu'ils étaient surveillés. Beaucoup pensent que la politique de Pétain était une horreur, mais qu'ils devaient subir les ordres. Certains juifs ont été dénoncés et d'autres ont été protégés, mais beaucoup se souviennent qu'ils n'ont pas vu de juifs. Les informations avaient du mal à tourner car Pétain obligeait à écouter la radio officielle. Je vais vous présenter la scène, une petite scénette qui s'intitule Pierrot lunaire de Philippe Claudel. C'est bon. Il y a quelques jours, je suis allée au musée du jouet à Moran-en-Montagne. Lorsque j'ai voulu rentrer, il y avait un homme qui se tenait debout devant la vitrine. À travers la vitrine, il y observait des dizaines et des dizaines de pantins de bois, grotesques, pitoyables, émouvants, délaissés. Il eut un peu froid. Il releva le col de son imperméable. La tête lui tournait. Et puis soudain, il eut comme une voix qui vint dans la vitrine. Pas une vraie, bien sûr, mais tout de même. C'était presque comme une voix qu'il appelait peut-être du fond de lui-même plutôt que de la vitrine.
et qui lui disait de regarder encore. Il regarda encore, et il le vit. C'était un pierrot de bois, grossier, mal peint, au regard ourlé de noir, au sourire de mystère et de mélancolie, un pantin à 3 sous que l'on vendait dans les rues jadis. Et soudain, il sentit sourire dans sa chair comme une immense déchirure, comme si d'un coup, et sous l'effet du regard de ce pierrot de bois, tout son être se fendait en deux, jusqu'à l'âme. Un voile que l'on fend d'un trait, un voile, ou plutôt un lourd rideau posé sur la part la plus intime de sa mémoire, et cela depuis plus de 50 années. Il tituba, son front heurta la vitrine. Le pantin le regardait toujours par-delà la barre. Faut qu'elle parle doucement, parce que... Ouais, j'ai mis plus fort. C'est l'été. Il y a une foule dense dans la rue. Une large rue. Les gens vont tous dans le même sens. Et lui, il tient une main. Il ne voit des autres que les jambes de pantalon, les mollets des femmes, les sacs, les ballots, les valises. Il a de très petites jambes et il trottine. Il fait chaud, très chaud, et il a faim et soif. Il ne pense qu'à cela, boire. Il se met à pleurer sans s'arrêter, et une voix l'appelle par son prénom, son vrai prénom, lui dit d'être sage et courageux, que bientôt ils vont arriver. La foule est de plus en plus dense. Il a de trop petites jambes, il a trop mal. Il tombe, il pleure. La voix s'approche de lui, puis des lèvres, puis une bouche si douce, un parfum d'acacia, de fleurs d'acacia. Oh, ce parfum! Ses larmes brouillent ses yeux, ce qui le permet très difficilement de distinguer ce visage, mais il le connaît si bien, comme un enfant connaît si bien le visage de sa mère. Et puis soudain, tandis que sa mère le console, une autre main, plus grosse, plus épaisse que l'autre, lui tend un pierrot noir et blanc qui sourit malgré une larme figée au coin de son œil gauche. Il saisit le pantin que la forte main lui tend, et derrière cette main, il aperçoit un homme qui le regarde avec intensité, comme si tout allait s'arrêter, comme si le monde allait s'arrêter. Et cet homme, c'est son père. Il est si fort. L'enfant est sur des épaules puissantes comme des montagnes. Il joue avec le pierrot articulé. Il n'a plus peur, plus faim, plus soif. Plus tard, ils sont assis tous les trois, dans l'herbe, comme un pique-nique. Son père a pris le pantin et s'amuse à le faire marcher devant ses yeux. Lui, il tape dans ses mains. Il voit sa mère sourire et elle l'embrasse. Autour d'eux, des milliers d'autres gens pique-niquent aussi. Ils sont dans une sorte de grand stade, presque rond. Il y a des gradins et des gendarmes aussi. Il fait très chaud. Puis c'est la nuit. Tous les trois dorment serrés les uns contre les autres. Il serre le petit pantin contre son cœur. Il est heureux. Il sent l'odeur de tabac gris de son père et le parfum de fleurs d'acacia de sa mère. Il est si bien. Le pique-nique dure plusieurs jours. Il trouve cela un peu long, mais il ne le dit pas et il ne se plaint pas. Louis, il sent des mouvements. Il ouvre un peu les yeux.
Il est dans les bras de sa mère. Son père est à leur côté. Il porte la grosse valise. Il marche comme tous les gens. Des gendarmes les conduisent. La voix de sa mère lui dit que tout va bien, qu'ils partent en vacances. Il tient son pantin et se rendort. Il a trop sommeil. Lorsqu'il se réveille, il ne voit rien. Pourtant, c'est le jour. Mais un jour noir qui bouge. Il est sur les genoux de sa mère. Son père est contre eux. Et derrière, il y a la valise. Et des quantités de gens serrés, assis commus les uns contre les autres. Tous ont des visages tristes. Il fait trop chaud, il a soif, il demande. Sa mère regarde son père, cela bouge, c'est le train, dit la voix de sa mère. Il se dit alors qu'il déteste le train, même s'il ne sait pas ce que c'est. Il a sommeil, il se rendort. L'odeur et la soif. L'odeur le réveille. Cela sent mauvais, comme lorsque les cabinets de l'immeuble sont bouchés et qu'ils débordent. Il se pelotonne contre la poitrine de sa mère. Là, il y a encore un peu le parfum des acacias. C'est si bon, il ferme les yeux. Son corps le brûle, la soif, la fièvre. Le train s'arrête puis repart. Son père a réussi à trouver un peu d'eau. Il boit avidement. Il s'endort. C'est le jour, puis la nuit, puis de nouveau le jour. Des gens gémissent dans le wagon, d'autres pleurent, certains hurlent. Sa mère le serre si fort que parfois, il croit qu'il va s'étouffer. Son père aussi le serre et l'embrasse. Il les regarde avec bonheur. Il en oublie qu'il est un très petit enfant de 3 ans. Il ne sait plus depuis combien de temps ils sont partis. Il cherche le parfum de tabac gris, l'odeur des fleurs d'acacia. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bruit non plus. Plus de bruit humain. Seulement les bruits du train. Les gens se sont tus. Son pantin sourit toujours et pleure en même temps, comme lui. Soudain, un bruit énorme, une bouffée d'air pur, un crépuscule, des champs, des vaches. Un gendarme les regarde. Il est tout proche d'eux, qui sont près de la portière. Son père parle au gendarme. Celui-ci ne veut pas trop écouter. Son père l'empoigne et lui parle. Sa mère pleure, pleure. Le gendarme fait non plusieurs fois avec sa tête. Son père met alors la main dans sa veste et donne son portefeuille au gendarme. Le gendarme l'empoche. Sa mère pleure toujours. Des larmes coulent sur son beau visage de mère. On entend un long coup de sifflet et le bruit. Son père secoue le gendarme par les épaules, l'autre se laisse faire. On entend un long coup de sifflet et le bruit des portières d'autres wagons qui se ferment en claquant. Soudain, son père le prend, le regarde droit dans les yeux, l'embrasse sur la bouche à lui faire presque mal. Sa mère hurle, l'embrasse, le serre, le mouille de ses pleurs. Son père l'arrache à elle, et le Pierrot tombe sur le sol souillé du wagon. Tout va très vite. Il est dans les bras du gendarme. Celui-ci le pose dans l'herbe, près des rails. Il ne voit plus sa mère, plus son père. Il voit des roues, il entend les hurlements de sa mère. Il entend
le claquement de la porte du wagon qui se referme. Le train se met en marche. Sa mère hurle son prénom au travers de la lourde portière. Il entend des coups sur les parois du wagon. Lui aussi hurle. Il appelle sa mère, il appelle son père. Il hurle comme plus jamais ensuite il ne hurlera. Le train redémarre lentement. Le gendarme saute sur un marchepied. Le train s'en va. Et avec lui, les cris, les coups sur les cloisons, les parfums perdus, les odeurs épouvantables, les visages, les noms, les peaux, les baisers, les lèvres, les yeux, les traits de sa mère et ceux de son père, le sourire immobile et la larme figée du petit Pierrot de bois. Plus de bruit, plus rien. Le train est déjà loin. L'homme ne bougeait plus, regardait le sol, prostré. Son visage tremblait un peu, ses yeux grands ouverts semblaient apercevoir des choses que lui seul pouvait distinguer. Avec la rapidité d'une gifle, d'une onde foudroyante qui avait mis tant d'années pour que son écho arrive enfin jusqu'à lui. Alors, l'homme entra dans le musée et effleura d'une main le Pierrot posé sur une étagère. Pour la première fois de sa vie, il prononça le prénom de sa mère, puis celui de son père, puis le sien. À haute voix, des prénoms chéris, perdus, disparus, qu'il venait d'aller rechercher grâce à un simple jouet de bois peint dans le royaume des morts, celui des anges. Souvent, par moments, à haute voix, Simon disait les 3 prénoms. Il les répétait et les faisait sonner, comme on agite dans le vent, à pleine main, des pépites et des pierreries. Et il leur souriait, comme on sourit, au visage de ceux qui ont fait ce que nous sommes, et qui, bien qu'en allés, demeurent au plus près de nos vies, dans leur transparent silence. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et de nous avoir accueillis. Nous sommes ravis d'avoir partagé ce projet avec nous en communiquant par lettres. Nous voulions aussi remercier Madame la directrice de l'EPA, Monsieur Martin, et aussi les personnes qui se sont déplacées de chez eux. Nous sommes contentes de vous avoir enfin rencontrés. Maintenant, nous vous proposons de déguster une de nos spécialités régionales pour vous changer de votre excellent camembert. Et nous vous avons apporté du comté. Et nous vous avons aussi apporté un petit présent, un porte-carte réalisé avec tous ces prospectus et cartes postales reçues, ainsi que certains souvenirs de guerre. Un recueil réalisé avec des articles de journaux que nous avons reçus, que nous avons lus, et ensuite nous avons écrit un résumé. Nous aussi, on peut vous remercier parce que vous nous avez
2 ans, je crois. Je voulais remercier aussi les protagonistes de la correspondance, parce que je vous avoue qu'au début, quand j'ai mis la lettre, je me suis dit, on verra bien, c'était une bouteille à la mer, en disant, est-ce que ça va marcher? Puis je suis revenue quelques temps après en disant, bah oui, il y en a qui ont écrit, super. Donc je remercie tout particulièrement Madame Lecomte, Madame Gauthier, Monsieur Guémel et Madame Bunou, et tous les autres d'être là. Parce que se mettre à sa plume, c'est pas non plus toujours... faut faire l'effort aussi. Et puis, voilà, encore un grand merci, puis bravo de votre constance, parce que sur un an, c'est pas forcément... Plus d'un an, c'est pas forcément facile à tenir non plus. Et merci aux professeurs d'avoir eu l'idée. Je ne sais pas où ils sont, mais merci à vous. Voilà. Claude. Arlette. On va peut-être le donner à Yvette. Vous lui donnerez? Merci. Simone. Il y en a une. Léon. Ok, moi. Merci. Geneviève. Et c'est qui te le fait même pas le prénom. C'est un peu une chose formidable. Au moment de